Imaginez un immense canyon asséché, et soudain, brusquement, sur commande, un lâcher d'eau massif commence et provoque une véritable inondation. Les ingénieurs ouvrent délibérément le barrage et noient toute la vallée. Mais pourquoi? Car dans cette région aride, l'eau vaut pourtant de l'or. Pourquoi jeter littéralement des millions de dollars par les fenêtres? Nous allons tirer ça au clair. En attendant, abonnez-vous à la chaîne. Le fleuve Colorado, ce n'est pas juste une ligne bleue sur la carte. C'est un système sur lequel repose une immense région. Son eau est prélevée par les villes, les fermes et les infrastructures. Et son régime est régulé selon le confort des humains. Et c'est là que réside la clé. Le fleuve n'est pas seulement de l'eau. Le fleuve, c'est aussi un mouvement de matière. Sable, limon, petits cailloux, tout cela est pour la rivière un matériau consommable, avec lequel elle construit et entretient son lit. Si l'eau coule sans alluvion, elle se comporte différemment, et cela change toute la physionomie du canyon. Avant les grands barrages, le Colorado vivait au rythme des saisons. Au printemps et en été, les crues naturelles arrivaient, le débit augmentait brusquement, soulevait les sédiments, redessinait le lit, créait de nouveaux bancs de sable et balayait la végétation superflue des rives basses. De telles crues n'étaient pas une belle carte postale, c'était un mécanisme d'autorégulation. Il y avait là un ordre qui ressemble au chaos. Une fois par an, la rivière obtenait le droit d'être forte, et grâce à cela, elle restait vivante. Au XXe siècle, l'Ouest américain a choisi un autre ordre. Il fallait stocker l'eau pour les années sèches, lisser les pics saisonniers, fournir de l'énergie et garantir l'approvisionnement. C'est pour cela qu'on a construit des barrages, pour que la rivière cesse d'être imprévisible. L'un des barrages les plus importants pour la section en amont du Grand Canyon, c'est le barrage de Glen Canyon. Il a bloqué le Colorado et créé un grand réservoir qui garde un volume d'eau en réserve et dicte le régime en aval. En dessous du barrage, la rivière est devenue plus régulière en niveau. Les pics de crue ont disparu ou sont devenus rares. L'eau est devenue plus froide et plus transparente, car une grande partie des sédiments reste dans le réservoir. Et voici le tournant majeur de l'histoire. Le réservoir fonctionne comme un piège à sable. Tout ce qui descendait auparavant et nourrissait le lit se dépose et s'accumule en amont du barrage. Et vers le bas coule un flux qui a de la force, mais qui n'a pas de charge. Le flux sans charge commence à prendre de la matière au lit lui-même. C'est comparable à de l'eau claire qui lessive plus vite les sédiments, car elle n'a rien à porter, et elle ramasse cela en chemin. En conséquence, les rives et le fond commencent à changer plus vite. Sur de nombreuses sections du canyon, les formes sableuses ont commencé à diminuer. Ce n'est pas une question de confort pour le camping, ni de tourisme. C'est le fait qu'il y a moins de matériaux dans le lit, à partir duquel la rivière fabrique ses éléments de travail. L'un de ces éléments de travail, ce sont les dépôts qui créent des zones de courant faible. Derrière les rapides et dans les virages, apparaissent des zones où l'eau ne déchire pas tout sur son passage, mais ralentit. C'est là que survivent les alevins, là que s'accumule la matière organique, là que se maintiennent certains maillons de la chaîne alimentaire. Quand il y a moins de corps sableux, le lit devient plus dur. Plus de roches nues, moins de zones où le flux peut se dissiper en toute sécurité. L'érosion locale augmente et une partie des micro-habitats disparaît. Avec le changement de régime de l'eau, la bande riveraine change aussi. Sans grande crue, les zones basses ne subissent plus de nettoyage annuel. La végétation se fixe là où, auparavant, elle était régulièrement emportée. La végétation fixée change le comportement de la rive. Parfois, elle stabilise le sol, parfois, au contraire, elle rétrécit le lit actif. Parfois, elle crée une accumulation de débris après les averses dans les canyons latéraux. C'est un système complexe, mais la tendance générale est unique. La rivière perd son cycle habituel de renouvellement. Il y a encore un autre niveau qu'on garde rarement en tête, tant qu'on n'a pas vu les conséquences sur le terrain. Dans le couloir de la rivière au sein du Grand Canyon, il y a beaucoup de sites archéologiques. Ce sont des traces de la vie des peuples autochtones, des habitations, des zones d'activité, des sentiers, des dessins sur les rochers, des lieux de taille de pierre. Pour une partie de ces objets, le sable et les dépôts dunaires fonctionnent comme une couche protectrice. Tant que la couche est là, l'horizon culturel est caché du vent et de l'érosion. Quand la couche disparaît, la zone se dénude et commence à se détruire plus vite. C'est-à-dire que le déficit de sable, ce n'est pas seulement un problème écologique, c'est aussi un problème de préservation du patrimoine culturel.
Les pertes y sont souvent irréversibles, car on ne peut pas remettre une couche détruite comme elle était. Cependant, en aval du barrage, des effets sont apparus qui ont d'abord été perçus comme une amélioration. L'eau est devenue plus propre et plus stable. Les conditions pour certaines espèces de poissons se sont avérées confortables. La verdure riveraine est devenue plus dense par endroits. Et c'est la partie insidieuse de l'histoire. Quand on ne voit que les avantages, il semble que le système soit devenu meilleur. Mais ensuite commencent à se manifester des processus lents, les formes sableuses disparaissent, les zones de courant faible changent, la rive se restructure et le problème remonte à la surface. Alors les scientifiques et les spécialistes de la gestion fluviale ont formulé une idée simple. Si le barrage a pris à la rivière ses crues naturelles, alors il faut parfois les lui rendre artificiellement. Pas totalement, et pas pour toujours, mais par de courtes activations, pour que la rivière puisse à nouveau faire une partie de son travail. Ainsi sont apparues les crues contrôlées, on les appelle aussi expérimentales. C'est un lâcher d'eau planifié, où l'on augmente brusquement le débit pendant quelques jours. Le but n'est pas de tout inonder, mais de forcer le flux à soulever le sable du fond et à le redéposer le long des rives là où il était nécessaire. La première grande expérience de ce type est devenue un point de référence. Les ingénieurs ont ouvert des canaux spéciaux, augmenté le passage de l'eau, et en aval le courant s'est brusquement renforcé. L'eau devenait plus trouble, car les sédiments se soulevaient, et le transfert de matière commençait. Sur certaines sections, de nouveaux dépôts se formaient vraiment. Aux endroits importants apparaissaient des corps sableux, les zones de courant faible se rétablissaient. Cela a montré que le mécanisme peut encore être activé si on lui donne les conditions. Mais on a découvert autre chose. Si après l'expérience on revient au régime habituel, une partie des dépôts part progressivement vers le bas. La rivière continue de travailler, et sans activation forte et régulière, l'effet s'affaiblit. De là est née une seconde conclusion. Ce n'est pas seulement la force du lâcher qui compte, c'est le moment. Il faut lancer la crue quand il y a du sable frais dans le système, que l'on peut soulever et répartir. Sans cela, le flux passera simplement et fera peu de choses utiles. Le sable frais ne vient pas du réservoir, il y reste bloqué. Il est apporté par les affluents en aval du barrage, surtout après les averses et les flux saisonniers. Si on attrape la période où les affluents ont livré du matériau, la crue devient nettement plus efficace. Cela ressemble à une tâche de précision. Trop tôt, il y a encore peu de sable. Trop tard, le sable a déjà été étalé dans le lit et partiellement emporté. La fenêtre de temps peut être courte, et c'est justement elle que les spécialistes essaient de saisir. Pour saisir cette fenêtre, on calcule le bilan sédimentaire. On évalue combien de sable arrive des affluents et combien le courant principal en emporte. En parallèle, on observe des zones de contrôle, on fixe les changements du lit et des rives. Dans les années suivantes, on a mené de nouveaux lâchers. À chaque fois, le sens était le même, utiliser la courte période où assez de sable s'est accumulé dans la rivière, et par une impulsion puissante, le redéposer pour que les dépôts travaillent dans le lit, au lieu de partir sans utilité. Progressivement, une approche plus constante est apparue. Les crues ont commencé à être menées non pas pour le calendrier ni pour une belle démonstration, mais selon une condition, quand le matériau s'est accumulé. C'est-à-dire que c'est devenu une gestion de processus, et non un événement pour l'événement. Mais chaque décision de ce type a des limites. La première, c'est l'eau. Le Colorado est déjà surchargé par les prélèvements, la sécheresse et le climat chaud renforcent le déficit. Et tout grand lâcher signifie qu'une partie de l'eau n'est pas allée vers d'autres besoins. La deuxième limite, l'énergie. Le barrage produit de l'électricité et le régime de lâcher influence la production. Quand on fait passer l'eau de façon à ce qu'une partie du volume n'apporte pas l'énergie maximale, des pertes financières surviennent, et cela devient un objet de débat. La troisième limite, la technique. Les grandes vitesses de flux dans les évacuateurs peuvent détruire les structures à cause de la cavitation et d'autres effets. C'est pourquoi on limite les lâchers en durée et en niveau de débit, pour ne pas créer un nouveau problème dans l'infrastructure. C'est-à-dire qu'une crue contrôlée est toujours un compromis. Elle doit être assez forte pour soulever et redéposer le sable. Mais elle ne doit pas être si longue ou extrême, au point de créer des pertes d'énergie inacceptables, des risques pour la technique et un déficit d'eau dans le système. À l'intérieur du canyon, on évalue l'effet non pas par les émotions, mais par les signes. Les corps sableux ont-ils changé aux bons endroits? Les zones de courant faible ont-elles augmenté? Comment se comportent les rives?
quelles zones archéologiques ont reçu une couverture de sable supplémentaire et lesquelles au contraire se sont dénudées. Un point important, de telles crues ne ramènent pas la rivière dans le passé. Elles ne peuvent pas annuler le barrage et ne peuvent pas rétablir les anciennes crues de plusieurs semaines. Elles donnent seulement une courte impulsion, qui active temporairement une fonction manquante. Et le problème principal demeure, le déficit général d'eau. Le Colorado dessert une région où vivent des millions de gens, où il y a de l'agriculture et de l'industrie. En même temps, le climat est devenu plus sec, l'évaporation plus élevée, et les réservoirs subissent une pression. Les anciennes règles de répartition de l'eau ont été créées à une époque où la population était bien moindre et les attentes étaient différentes. Aujourd'hui, ces règles entrent de plus en plus souvent en conflit avec la réalité physique de la rivière. Il y a moins d'eau qu'il n'en faut pour tout le monde en même temps. C'est pourquoi une perspective désagréable surgit. Si le flux en aval du barrage devient trop faible, les changements s'accéléreront. La bande riveraine deviendra plus sèche, l'écosystème perdra une partie de sa stabilité et la pression sur les eaux souterraines se renforcera. Le Grand Canyon dans un tel scénario restera de pierre, mais le couloir fluvial changera notablement. Moins d'eau signifie moins de possibilités pour maintenir les processus habituels, moins de transport de sédiments, plus de dégradation locale des zones qui tenaient grâce au sable. Et c'est précisément là que les crues contrôlées ressemblent à une tentative de maintenir le système en état de marche. Elles aident à conserver les éléments sable clés, à soutenir les zones de courant faibles et partiellement à soutenir la protection sableuse des couches archéologiques. Mais même le lâcher le plus réussi ne remplacera pas un apport d'eau durable et ne corrigera pas la surcharge du système d'utilisation de l'eau. C'est un outil qui gagne du temps et donne une chance pour des solutions plus vastes. Or, les solutions vastes sonnent rarement de façon spectaculaire. C'est l'économie d'eau et la hausse de l'efficacité dans l'agriculture et les villes. C'est la réduction des fuites, la réutilisation de l'eau épurée, une planification plus stricte et parfois la redistribution entre les secteurs. De telles mesures provoquent des débats, car elles touchent aux habitudes et à l'argent. Mais sans elles, toute expérience sur la rivière se transforme en tentative de réparer un mécanisme qui continue de travailler à la limite. Si l'on réduit le sens de l'histoire à un seul nerf, il est le suivant. Le Colorado en aval du barrage souffre non seulement du manque d'eau, mais aussi du manque de sable que cette eau doit transporter. Sans sable, la rivière perd la capacité de maintenir son lit et de protéger une partie de son couloir. Et voilà pourquoi on organise des inondations, non pas pour les plages ni pour le divertissement. On les organise parce que la rivière est un processus, et le processus a besoin de matériaux et d'impulsions de force périodiques. Quand on a retiré les impulsions, il faut allumer le système manuellement. De l'extérieur, cela ressemble à un gaspillage étrange, jeter de l'eau dans une région aride. Mais de l'intérieur, c'est une tentative de préserver ce qui sinon se dégradera lentement et imperceptiblement, jusqu'à ce qu'un jour, il s'avère qu'il est impossible de revenir en arrière. Le plus important dans tout ce sujet, c'est l'honnêteté des objectifs. La crue contrôlée ne résout pas le problème du Colorado en entier. Elle résout une tâche étroite, soutenir les éléments sableux du lit aux endroits clés, quand la nature a donné du matériau via les affluents. Et encore, cela montre la limite du contrôle humain. On peut construire un barrage et lisser la rivière. Mais on ne peut pas annuler la géométrie du lit, le transport des sédiments et le lien de l'eau avec la vie dans le canyon. Le mécanisme naturel soit fonctionne, soit il faut limiter avec de grandes dépenses. Si tu entends une nouvelle sur un nouveau lâcher, il est utile de poser la bonne question. Non pas pourquoi ils font une inondation, mais qu'est-ce qu'ils essaient précisément de restaurer et à quelles conditions. Y a-t-il du sable? Y a-t-il de l'eau? Y a-t-il une fenêtre de temps? Et y a-t-il une volonté politique de payer le compromis? Parce que le compromis, dans tous les cas, il faudra le payer. Soit par de l'eau et de l'énergie maintenant, pour préserver les processus dans le canyon, soit par des pertes plus tard, quand la dégradation du lit et des couches culturelles deviendra plus visible et plus chère, et qu'une partie des dommages s'avérera irréversible. C'est justement pour cela que l'histoire du Colorado, ce n'est pas seulement à propos des ingénieurs et des barrages, c'est à propos de la façon dont une région apprend à vivre dans des conditions de pénurie et comment les systèmes naturels forcent à revoir les approches quand les vieilles règles cessent de fonctionner. Pour faire court,
La rivière en aval du barrage est devenue trop sage pour son propre bien. Et les crues contrôlées, c'est une tentative de lui rendre un peu de travail naturel, tant qu'il y a encore quelque chose à préserver. Abonne-toi à la chaîne et écris dans les commentaires quelle option te semble la plus honnête, imiter des crues et économiser l'eau, ou reconnaître que le système est surchargé et changer les règles de répartition.